Bienvenue dans cette nouvelle émission Quad 9. Aujourd'hui, je reçois M. Christian Ursulé, ancien patron de l'ARS à la Martinique. Et nous allons parler avec lui des problèmes qui nous assiègent depuis quelque temps déjà avec les soignants à la Martinique. Et M. Ursulé, vous avez même fait un courrier pour parler de tout ça. Bon, d'abord, bonjour. Bonjour, M. Ursulé. Bonjour la Martinique. Oui, j'ai fait disons une adresse, une interpellation ouverte à la fois au préfet, au directeur général de l'ARS actuel, et que j'ai évidemment fait diffuser pour l'ensemble des syndicalistes et de ceux qui sont sur un certain nombre de réseaux sociaux, pour dire ce que je pensais de la situation actuelle, quoi. Parce que je pense que nous sommes dans une dérive, dans une espèce de guerre larvée dans le domaine sanitaire et qui n'a pas lieu d'être. Parce que quand il y a des solutions, quand on peut faire avancer les choses, il n'y a pas de raison que des conflits s'enquistent et se crispent au point d'impacter la Martinique négativement quand on peut trouver des solutions différentes. Alors justement, le nouveau patron du CHUM est arrivé, il est en poste maintenant, depuis peu. Quelles seraient les solutions, à votre avis, qui pourraient décoincer cette situation-là qui dure maintenant depuis des mois et des mois? Et ce sont les Martiniquais qui en souffrent aussi parce que les gens qui ont besoin de soins, au-delà du Covid, ont des problèmes. Absolument. Alors si on commence par là, faut bien voir la situation de la Martinique telle qu'elle est aujourd'hui de ce point de vue-là. Nous sommes dans une situation extrêmement défavorable, pas seulement à cause du conflit, parce qu'il y a eu cette épidémie-là, parce que pour X raisons sur lesquelles on a déjà débattu, développé à l'infini, les Martiniquais ne se sont pas vaccinés pour que, avec un taux de vaccination comparable à celui de la Réunion, de la Corse, etc., on évite un certain nombre, je vais dire, de décès évitables, pour employer un terme soft. Quand on compare les choses, il est clair que nous aurions pu éviter, pas dans l'idéal, mais seulement si nous avions le même taux de vaccination que l'île de la Réunion, nous aurions pu éviter 594 décès. 594 décès sur les 909 que nous avons aujourd'hui. Donc il faut être clair. Et aussi en absence, de protocole médicamenteux, pour X raisons d'ailleurs, qui ne sont pas en place et qui auraient pu permettre d'éviter cette épidémie. Donc ça, il faut le dire clairement. Donc, bien qu'étant, je l'ai répété, pour la vaccination à fond, et pour la science, pas pour les croyances, je n'ai jamais été, et je pense que c'est une erreur, dans le contexte martiniquais, dans le contexte guadeloupéen et dans le contexte guyanais, d'être pour une vaccination obligatoire. Oui. Pour plusieurs raisons. Parce qu'en matière de santé publique, on n'oblige pas, on ne contraint pas, on ne réprime pas, on éduque. On fait avancer par l'éducation, par la conviction, par la pédagogie. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que vous ne pouvez pas passer en force face à un peuple. Et c'est le peuple, majoritairement, qui n'est pas vacciné, qui ne veut pas se vacciner. Donc il faut chercher les raisons, et puis, en comprenant les raisons, trouver la voie d'améliorer la situation. Et non pas essayer de dire, on est des Jacobins avec une politique décidée à 7000 km qu'on applique aveuglément. Et si les petits Martiniquais ne sont pas d'accord ou les autres ne sont pas d'accord, on va leur imposer en les réprimant et en sanctionnant. Alors, quand, dans un contexte comme celui de la Martinique, vous avez le niveau de chômage qu'il y a, avec la moitié des gens en âge de travailler, Bien sûr. Relativement jeunes et qui ne travaillent pas, mais qui n'ont pas de solution d'éducation, qui ne sont pas à l'école, etc., je trouve que c'est non seulement abominable, mais c'est criminel. C'est injuste, c'est inacceptable. Bien. Et je le dis tout en étant contre les pratiques à la fois d'organisations qui ont tout fait pour faire penser qu'elles étaient anti-vax, alors que certains sont vaccinés, beaucoup même sont vaccinés, alors même que je suis contre des pratiques d'injures, d'anathèmes, de violence qui ont été employées par certains syndicalistes, notamment appartenant à 2 organisations syndicales sur les 5 qui sont dans la santé. Bien que disant cela et que n'étant pas d'accord avec ces pratiques syndicales, je dis encore une fois
que ça n'était pas normal et que c'était une erreur grave et que c'était une pratique inacceptable, celle de la répression sociale faite par l'État. Alors, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter ça, voilà. par exemple, pour permettre à ces soignants de conserver leur poste avec la sécurité? Alors là encore, il faut poser bien le problème. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Quel est le problème d'abord? Quel est le problème, en fait? Le problème, c'est quoi? C'est, il y a une loi qui a été votée, je l'applique sans réfléchir. Ou est-ce que le problème, c'est la loi, finalement? Bien que pouvant être aménagée différemment elle aurait dû prévoir des décrets qui permettent les applications en tenant compte des contextes, etc. Son but, c'est quoi? C'est de faire qu'il y ait moins de contamination et que l'on protège la population et donc que l'on combatte l'épidémie. C'est ça. Donc c'est qu'il n'y ait pas de contamination. Et dans le contexte de l'hôpital, le but de la vaccination obligatoire, décrétée pour les soignants, et qui est un but juste, qui est un objectif juste, je le répète, c'est d'éviter la contamination des patients. Et aussi des collègues. Et forcément entre collègues, de s'auto-contaminer et de diffuser le virus. Bon. Donc en fait, l'objectif c'est quoi? C'est la garantie de non-contamination que les soignants doivent donner. Je ne suis pas contaminant. Je ne suis pas contaminant. Et donc, je ne vais pas contaminer ni mes collègues, ni les patients. À partir de là, l'État bute le directeur du général de l'hôpital, du CHU, et le directeur de l'ARS, qui est là pour appliquer la loi. On ne peut pas leur demander de ne pas appliquer la loi, ils sont là pour le faire. Mais ils auraient dû, selon moi, dire nous sommes en incapacité d'appliquer les choses telles quelles parce que déjà nous sommes en sous-effectif avec vraiment des disciplines qui sont en grave danger pour les Martiniquais. Il y en a à peu près 9 ou 11 qui sont en grave danger compte tenu de la démographie médicale, des médecins mais aussi des soignants. Et donc, parce que je rappelle que le CHU, il avait déjà, je ne sais plus l'effectif actuel, mais il avait trop d'agents administratifs, techniques, médico-techniques, mais pas trop de soignants. C'est ça. Pas trop de médecins, pas trop d'infirmières, etc. Bon, donc, avec ce sous-effectif soignant et tout, je ne suis pas en capacité d'appliquer les procédures qui consistent à suspendre des gens qui ne sont pas vaccinés. Donc l'objectif étant simplement de garantir leur non-contamination, je propose, et moi c'est ce que je propose, et de contraindre ou de citer par la négociation les soignants à prouver qu'ils ne sont pas contaminants. Et comment ils peuvent le prouver? Par des tests. Un test ne suffit pas parce que ça, compte tenu des jours d'incubation, etc. Par 2 tests dans les 8 jours, mettons, pour qu'ils puissent reprendre leur travail. Et si on a de la bonne volonté, et le contexte quand même devrait inciter à ça, pourquoi le titre de mon interpellation au préfet et au directeur général de l'ARS, c'était « Pourquoi faut-il faire la guerre lorsqu'il y a une solution diplomatique possible ou pacifique possible ?» C'est très d'actualité, cette affaire-là. En plus, oui. Tout à fait. Donc, si les uns et les autres comprennent que la Martinique n'a pas intérêt à la guerre, parce que peut-être que certains ont intérêt à la guerre, des deux côtés d'ailleurs, même au niveau syndicaliste, peut-être que certains, ça leur plaît d'être en guerre contre l'État colonial, ça leur plaît d'être en guerre contre de se payer la tête de chaque directeur ou de chaque conciliateur ou médiateur qui passe, quand ils n'en ont pas la possibilité de déléguer ça à des avocats qui parlent en leur nom, ce que, honnêtement, à l'époque où je ne l'ai jamais caché, secrétaire général de syndicat, et je voyais les pratiques de la CGT, de la CSTM et de la CDMT que nous dirigions collégialement à l'époque, dans les années 90 et 2000, je n'ai jamais vu en 20 ans de syndicalisme, de ma part, un avocat parler en notre nom. L'avocat est là pour nous conseiller, nous lui demandons conseil, etc. Mais l'avocat ne négocie pas à notre place, ne parle pas en notre nom, etc. Même quand il est là, c'est nous qui parlons et lui qui écoute et qui peut en apparenté dire ceci et cela. Je n'ai jamais vu ça. Donc il y a une espèce de dérive, d'évolution de ce néo-syndicalisme jusqu'au boutiste et sectaire de certains qui peut-être fait qu'aujourd'hui ils ont intérêt pour leur ego, pour leur peut-être des objectifs électoraux aussi, d'être au devant de la scène. Mais est-ce que ça sert la Martinique? Ça ne sert pas la Martinique. Ça ne sert pas la Martinique.
Est-ce que ça fait avancer la lutte contre l'épidémie? Non, ça ne fait pas avancer la lutte contre l'épidémie. Est-ce que ça fait cohésion dans l'hôpital pour prendre en charge les soignants? Non, ça divise l'hôpital. Vous voyez? Donc je ne peux pas être d'accord avec ça. Il y a même des soignants qui sont repartis. Voilà. Ils étaient déjà en nombre suffisant. En plus, il y en a d'autres qui sont partis. C'est évident. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a, et c'est vrai les chiffres, des dizaines de médecins qui étaient en place, qui ont entamé les procédures pour s'en aller. Beaucoup sont en arrêt de maladie. Il faut savoir qu'au service de radiologie même, plusieurs dizaines de soignants se sont mis en arrêt de maladie. Alors certains, je ne sais pas pour quelle raison, mais peut-être déprimés, peut-être en situation psychologique difficile, au point que la prise en charge ne peut pas être correcte à ce niveau-là et qu'il y a des pertes de chance pour les patients, il faut le dire clairement. Donc est-ce que cet affrontement sert la Martinique? Non, elle ne sert pas la Martinique. Or, de mon point de vue, c'est paradoxal, mais il faut réfléchir à ça. De mon point de vue, de syndicaliste et de haut responsable de l'administration, et de militant aujourd'hui du bien public, lorsque votre action, qu'elle soit politique ou syndicale, s'oppose au bien public ou à l'intérêt collectif des Martiniquais, c'est qu'elle est erronée, votre action. C'est qu'elle est erronée. Il faut vous remettre en cause, il faut vous poser les bonnes questions. Parce que l'action, si elle est juste, elle ne peut pas être contraire à l'intérêt de la population. Donc, si elle est contre l'intérêt de la population, et que vous la menez quand même, et que vous allez jusqu'au bout, quel que soit ce qui se passe, quel que soit le lieu où elle se mène, c'est que vous êtes jusqu'au boutiste, prétendument radical, ou plus actif, plus militant que d'autres, mais en fait, non. Vous êtes un corporatiste, vous êtes des corporatistes invétérés. Pourquoi? Parce que vous ne tenez compte que de votre corporation, que de vos intérêts corporatistes, indépendamment de l'intérêt des patients et de l'intérêt de la Martinique. Donc je condamne ce type de syndicalisme, et ce n'est pas étonnant que certains syndicalistes, que vous connaissez bien aussi bien que moi, parce que je vous ai reçu sur ce plateau-là, notamment appartenant quand même à 3 syndicats avec lesquels j'ai travaillé notamment pendant 20 ans, ne sont pas sur n'ont pas ces pratiques d'invectives, d'injures, de menaces, de chantage ou de violence physique parfois. Donc il faut arrêter. Et il faut que chacun retrouve sa raison du côté des syndicalistes et du côté de l'État, accepte une vraie unité, pas une unité de façade du côté des syndicalistes, s'assoit à une table de discussion et accepte de discuter réellement sur les portes de sortie. Et tout ce que vous êtes en train de dire, M. Ossulier, c'est le bon sens. Le bon sens, c'est pas le Crédit Agricole, le bon sens près de chez vous, mais c'est le bon sens. Et qu'est-ce qui fait aujourd'hui que le préfet, le patron de l'ARS, les syndicats n'arrivent pas à s'asseoir, qu'on ne puisse pas trouver même un médiateur en maths? Vous pourriez servir de médiateur. Vous avez été ancien syndicaliste, mais aussi ancien patron de l'ARS. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse s'asseoir autour d'une table et puis avancer pour le bien de la Martinique? Encore une fois, je crois qu'il faut raison garder, quoi. Ou alors il faut retrouver, si on ne peut pas la garder, il faut la retrouver si on l'a perdue à un moment. Mais je pense que, vous voyez, ce sont des hommes en fait. Ce sont des hommes qui sont à la tête des institutions, qu'elles soient sociales, qu'elles soient administratives ou politiques. Et je crois que pour faire face à des difficultés ou à un domaine aussi complexe que celui-là, ou à des événements aussi complexes que ceux-là, il faut à la fois de la clairvoyance, de la psychologie et du courage. La clairvoyance pour comprendre que la situation n'est pas comparable à celle d'ailleurs, de la psychologie pour comprendre que faut faire, mais sans acculer les autres, sans vexer les autres, sans les déconsidérer, sans les humilier, etc., de part et d'autre, hein, parce que moi je connais des syndicalistes qui peuvent tenir un langage humiliant par rapport aux responsables administratifs qui sont devant eux, et inversement. Donc il faut de la psychologie, et il faut du courage, parce que je pense que certains responsables de la haute administration, c'est très facile pour eux finalement de dire oui à l'administration centrale, c'est-à-dire les ministères, au cabinet du gouvernement, aux conseillers du président de la République, de dire oui. Parce qu'ils pensent à leur carrière, Parce qu'ils pensent à leur carrière.
ou qu'ils pensent à pas de vague, quoi. Pas de vague, donc je vais pas... J'applique la loi. Voilà, j'applique la loi, comme ça on va jamais me reprocher d'avoir appliqué la loi. C'est ça l'avantage. Ouais, c'est ça. Quand on est en fait un béni oui de l'administration centrale, on applique la loi indistinctement, enfin et on se dit on ne pourra jamais me reprocher de l'appliquer. Bon, mais il faut voir ça, parce que peut-être que même un juge peut vous reprocher de l'appliquer bêtement et sans tenir compte de la réalité. Ça s'est déjà vu. La jurisprudence, elle est là pour ça. Bon, donc, et de l'autre côté aussi, il faut du courage pour dire au mandant parfois, non, là, on ne va pas jusque-là, parce que là, voilà les conséquences, et ça n'est pas bon pour nous, ça n'est pas bon pour la population, ou nous n'aurons pas les forces de tenir indéfiniment. On va s'épuiser. Aujourd'hui, moi, je suis effaré, de voir des manifestations syndicales là, dans ce contexte-là, qui s'épuisent à faire le tour de la Martinique. Il faut le faire, c'est bien qu'ils essaient de le faire et de convaincre la population, mais dans un état d'épuisement et d'isolement auquel a conduit ce sectarisme dont j'ai parlé, et qui fait que les gens sont divisés et ont peu de moyens maintenant. Donc il faut donc retrouver la raison, s'asseoir et voir qu'est-ce qu'il faut à court terme, qu'est-ce qu'il faut à moyen terme et qu'est-ce qu'il faut à long terme pour que nous puissions nous en sortir. Oui. Et les solutions que vous proposez, est-ce que le préfet d'ailleurs a répondu à votre courrier ? Non. Donc peut-être qu'il faut que je lui envoie avec vraiment un Bristol pour que il y a une espèce d'accusé-réception. Je l'ai fait sous forme d'adresse publique, qui a été envoyée à la fois au secrétariat du préfet et directement au directeur de l'ARS et au directeur adjoint, en même temps qu'il a été diffusé sur les ondes. Moi, la forme m'importe peu, mais enfin, je veux bien respecter toutes les formes et le faire. Mais enfin, je n'ai pas reçu de réponse. Je ne sais pas si j'en attendais spécialement. Je n'ai pas... je n'ai pas le besoin, je veux dire, d'être en échange direct avec le préfet, s'il ne le souhaite pas. Si on me demande mon point de vue, je l'ai déjà fait avec tous les précédents préfets pratiquement, donc il n'y a pas de raison. Vous disiez, est-ce que aussi vous ne serviriez pas de médiateur? De médiateur. Bon, c'est pas ma demande. Vraiment, j'ai tellement servi dans ce domaine-là que je pense que mais vous n'auriez pas refusé le faire. Mais je veux toujours pour la Martinique donner un point de vue si personne ne s'y oppose. Alors, moi, je pense que, je reprends ce que j'ai dit, à court terme, je pense que c'est possible que tout le monde soit assis autour d'une table. Ils disent, de bonne foi, on veut s'en sortir et trouver une solution. De bonne foi, ce qui compte, c'est la garantie de non-contamination. Et de bonne foi, on peut très bien trouver techniquement une solution pour ça. J'ai donné une idée, mais il y en a d'autres, quoi. Donc à vous de les trouver ensemble et de faire que les gens reprennent leur travail et donnent cette garantie de non-contamination. En même temps qu'ils retrouvent leur emploi et que ceux qui sont aussi dans le travail, je veux dire, non salarié, les libéraux, puissent reprendre leur activité sans sanction au niveau de la sécurité sociale. Je pense que ça serait une bonne chose pour apaiser la Martinique. Ce pays a besoin d'apaisement, de calme. Ça ne veut pas dire de renoncement à ses objectifs sociaux, mais ce pays a besoin d'intelligence et de calme. Ensuite, je pense qu'il y a des problèmes qui doivent être réglés à moyen terme. Vite. Il faut cette question de l'absence d'attractivité qui est en train de s'aggraver, de manque de personnel soignant. Ça va devenir, c'était grave, mais ça va devenir catastrophique parce que là, ça veut dire des pertes de chance pour les Martiniquais et ça veut dire une inégalité croissante entre ceux qui vont prendre un billet d'avion, loger chez des parents ou louer des logements et se soigner là-bas, et ceux qui n'auront absolument pas les moyens de le faire et ne seront pas pris en charge ici parce qu'il va manquer des professionnels. Et c'est à ça qu'on aboutit avec un conflit de ce genre, avec aujourd'hui, une on crise en est là. de ce genre. On en est là. Donc il faut, pour moi, c'est le problème à régler. Comme ça ne peut pas être réglé du jour au lendemain, il faut vraiment que la discussion entre syndicats, directeurs de l'hôpital, administration préfectorale et ARS, je sais qu'ils le comprennent, que c'est une priorité et qu'il faut travailler dessus pour que la Martinique retrouve un semblant d'attractivité, quoi. Parce que c'est possible. C'est un pays qui a un passé de ce point de vue-là. Le CHU de la Martinique était le plus grand CHU de la Caraïbe. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas rapidement retrouver cette attractivité. Et puis, je propose que dès le départ, on regarde le long terme. Je plaide pour ce que j'appelle un accord stratégique
entre les administrations, l'hôpital et les organisations syndicales, pour que l'on puisse dire à long terme, qu'est-ce qu'on fait de la dette ? Qu'est-ce qu'on fait de la trésorerie de l'hôpital ? Comment on l'utilise pour non pas payer ceci et pas payer cela qui ne sont pas importantes pour la prise en charge des patients et le travail ? Qu'est-ce qu'on fait pour la reconstruction des établissements hospitaliers ? Quelles sont les priorités ? Qu'il y ait un accord. Qu'est-ce qu'on fait en modalité de dialogue, de respect des essences, de fonctionnement de la concertation, pour que nous n'allions pas de crise en crise ou de concurrence syndicale en concurrence syndicale, parce qu'il y a plusieurs syndicats, chacun voulant vraiment gagner la couverture. le terrain. Donc, il faut cet accord stratégique dans l'intérêt de la Martinique. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas que les politiques martiniquais se mêlent aussi de cette histoire-là ? Je parle pour le long terme. Hein. C'est quand même décider d'un avenir sur les 30 ans à venir pour l'hôpital à la Martinique. Nous sommes un département où il y aura de plus en plus de personnes âgées. Lorsqu'on voit le scandale de certains des EHPAD en France, il y a quand même toute une population à protéger sur des années. Les politiques devraient s'en saisir, je ne sais pas, le patron de la CTM, mais aussi les parlementaires, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ben absolument. Moi, j'ai été frappé par deux choses que j'ai d'ailleurs exprimées déjà. Un, par le fait que l'État et le préfet, ça lui notamment, n'a pas, comme ça avait été fait avant, mis en place un comité de gestion. Il y a plusieurs noms, hein, ouais. COD, un comité de gestion de la crise qui intègre dans les décisions quotidiennes des représentants à la fois de l'État et des représentants de la CTM et de l'Association des maires et des médecins libéraux. Je trouve que, et de l'hôpital, bien sûr. Je trouve que ça, c'est une erreur d'organisation, parce qu'en matière de crise, il faut une tête pour que ça ne parte pas dans tous les sens, mais il faut aussi, en même temps que la tête, une cohésion pour qu'on booste la réponse et la pratique. J'ai été choqué par la deuxième chose, c'est que, ok, l'État fait ça, fait ce qu'il veut à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas concerté, hein, parce qu'il a concerté une fois par semaine. Mais en tant que collectivité, représentant la Martinique et de Martiniquais, détenteur d'un pouvoir aujourd'hui reconnu par la loi, on ne me donne pas, mais je demande. Je cherche à imposer dans l'intérêt des Martiniquais. Et je prends la place que je dois prendre. Je n'ai pas observé ça. J'ai observé des prises de parole, timides d'ailleurs, sur je suis contre la vaccination, nous sommes contre la vaccination, obligatoire, je veux dire, bien qu'étant pour la vaccination, mais je n'ai pas observé d'intervention avec le poids nécessaire, la régularité nécessaire pour prendre position, pour convaincre les Martiniquais qu'il fallait se vacciner d'abord, et pour convaincre l'État que sa politique d'obligation ne marchait pas en Martinique, et donc pour éviter les sanctions qui ont été prises, et pour ramener tout ce beau monde à une table de négociation où j'aurais été en pilote de la concertation pour aboutir à une solution. Je pense qu'il faut là aussi un redressement, et il faut que tout ce monde trouve la voie et le chemin de l'intérêt des Martiniquais. Parce que lorsqu'on regarde les soignants aujourd'hui, ils ont peut-être une maison à payer, des enfants qui font des études. Se retrouver comme ça sans ressources, ce n'est pas évident. C'est sûr qu'à la Martinique, la famille est là, mais quand même. Bien sûr. Alors si vous faites une faute grave, vous assumez votre faute. Bien sûr. Bien. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Et si vous êtes le seul petit groupe, la seule petite corporation à refuser l'application de la loi, c'est votre problème. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de la grande majorité des Martiniquais, parce que nous ne sommes qu'à 44,9%. Vous vous rendez compte ? Après 2 ans, nous sommes à 44,9% de taux de vaccination. C'est-à-dire la majorité de la population n'est pas et ne veut pas se vacciner. Pour des raisons qui, à mon avis, ne sont pas justes, je l'ai dit. Bon, mais c'est la réalité. On ne peut pas faire sans la réalité. Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup pour cet entretien qui a été, je pense, très productif pour que les Martiniquais puissent nous entendre et puis pousser chacun à s'asseoir autour de la table, que le préfet aussi, l'État entende ça, la direction générale, que l'ARS entende ça, que M. Letchimy entende ça,
que tout le monde prenne part à la sauvegarde, parce qu'il s'agit maintenant de sauvegarde. Hein. Absolument. Et c'est la vie des Martiniquais en jeu, la vie des Guadeloupéens, des Guyanais qui sont en jeu. Merci beaucoup, M. Christian. On a une chance quand même, hein, c'est qu'avec le Covid, Omicron et son variant, on a la chance que ça se diffuse sans être plus grave qu'avant et qu'il y aura peut-être une forme d'immunisation collective bénéfique, salvatrice, on va dire, heureusement. Mais il faut qu'on tire des leçons de cette crise. Comment vous êtes défini tout à l'heure? Vous êtes pas syndicaliste, vous m'avez dit... Je suis un militant du bien public. Un militant du bien public, donc voilà. Merci beaucoup. Merci monsieur. C'est moi qui vous remercie. Merci Manuela Poularia, merci à vous chez vous de nous avoir suivis. À très vite sur Zouk TV. Bye bye.